Des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur rendez-vous d'actualité du magazine Humura Burundi de ce samedi 21 novembre 2020, dont voici le titre. Le président burundais demande l'extradition des présumés putschistes du 13 mai 2015. Une demande qui a été confiée aux chefs d'État et gouvernement de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, organisée ce vendredi par vidéoconférence. De nombreuses armes ont été déterrées dans une parcelle d'un ancien membre du parti FNL l'après-midi de ce vendredi sur la colline Kavumu, zone Muyira, en commune Kanyosha de la province de Bujumbura. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui est consacré au phénomène grandissant des enfants en situation de rue au Burundi. Voilà pour le sommaire. On est de schématiser la présentation. L'équipe technique est composée par Fabrice Ndimurukundo et Emile Nivasumba. Commençons par page sécurité. De nombreuses armes ont été déterrées dans une parcelle d'un ancien membre du parti FNL l'après-midi de ce vendredi sur la colline Kavumu, zone Muyira, en commune Kanyosha de la province de Bujumbura. De plus, des cartes et quittances des anciens membres du parti FNL ont été trouvées dans cette même parcelle. Emmanuel Deshimi. Les armes saisies sur la colline Kavumu en zone Muyira de la commune Kanyosha en province Bujumbura sont principalement faites de munitions. Il a été déterré entre autres un fusil et plusieurs chargeurs de différents types de fusils. Parmi les chargeurs, il y en a qui étaient garnis et d'autres vides. Des bombes à mortier et d'autres effets militaires ont été trouvés sur place. Dans la cache, il y avait également un drapeau du Burundi, des quittances et des cartes du mouvement FNL qui ont été utilisées durant la période d'Imaki. Ces objets ont été déterrés au domicile de Hermenegilde Bigirimana alias Kagoma, un ancien membre du mouvement FNL qui vient de passer 5 ans à la prison centrale de Mimba, si l'on en croit des sources sur place. Selon les mêmes sources, sa femme l'y a rejoint depuis une année. L'action de déterrer ces armes a été menée en présence de Hermenegilde Bigirimana, sorti de la prison juste pour cette opération. Selon nos sources, ce sont les Imbonerakure de la colline Kivumu qui se sont chargés de cette opération, mais en présence des policiers, des militaires et des agents du service de renseignement. Les médias proches du pouvoir, entre autres la RTNB et la radio et télévision Rema FM, avaient été invités pour la couverture de l'opération. Sur les images prises sur place, il était visible un fusil, mais ce dernier n'apparaît nulle part dans le procès verbal de saisie effectué par la police. Un autre fait qui inquiète la population locale, c'est le fait que les Imbonerakure à SR continuent d'aller creuser chez Hermenegilde Bigirimana. La rédaction de la RPA a pu joindre Gédéo Mitabavuna, chef de zone Muyira, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur cette affaire. Emmanuel Ndayishimiye, le président burundais a demandé à ses homologues de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs et la communauté internationale d'extrader au Burundi les présumés putschistes du 13 mai 2015. Propos tenus lors de son discours de ce vendredi au 8e sommet des chefs d'État et gouvernement de la CIRGL. Évariste Ndayishimiye a précisé que la traduction en justice de ces présumés putschistes va aider pour que cesse la pratique de coups d'État. Suivez. Il ne serait pas superflu de rappeler à vos excellences que certains putschistes, auteurs du coup d'État manqué du 13 mai 2015 au Burundi, ont fui à l'étranger, même dans certains pays de la région, pour se soustraire à la justice burundaise. Étant reconnu que les coups d'État relèvent du droit international et qu'ils doivent par conséquent être condamnés sans équivoque par tous les pays respectueux d'un ordre mondial basé sur les règles de droit, nous lançons un appel vibrant à tous les pays voisins et lointains qui hébergent les dits putschistes de bien vouloir les remettre au gouvernement du Burundi afin qu'ils soient traduits devant la justice.
Cela découragera définitivement les changements de régime par les moyens anticonstitutionnels dans notre espace régional commun et ailleurs dans le monde. Pour ce faire, les prescrits de l'article 7 du protocole sur la coopération judiciaire qui engage les États membres à coopérer en matière d'extradition, d'enquête et de poursuite judiciaire devrait être notre cheval de bataille. C'est ainsi que le gouvernement du Burundi sollicite votre concours pour persuader les pays qui hébergent les criminels burundais à les remettre à la justice burundaise. Évariste Ndayishimiye a remercié le mécanisme conjoint de vérification qui a promis de donner au Burundi les rebelles du mouvement Red Tabara récemment arrêtés au Rwanda. Il a également demandé la collaboration de tous les pays de la conférence pour neutraliser les forces négatives. Nous saluons à cet effet la décision du MCV de remettre au gouvernement du Burundi les criminels qui, venant du Rwanda, ont attaqué les familles en tuant des personnes innocentes et s'étaient encore repliés vers ce pays. Ainsi, Excellence, Monsieur le Président, les chefs d'État et de gouvernement, notre solidarité ferme et sincère est une arme indispensable contre l'ingérence osée de certaines puissances attirées par des ressources naturelles qui regorgent notre sous-sol. En effet, notre région est très riche en ressources naturelles, mais nos pays ne sauront se développer si nous ne nous mettons pas ensemble pour éradiquer les forces négatives qui pilulent encore dans la région des Grands Lacs. Ainsi, les acteurs étrangers ne sauraient mettre leurs efforts sur le rétablissement des principes néocolonialistes et de domination à l'encontre des intérêts de nos populations si nous sommes tous unis dans l'action collective contre la déstabilisation de nos pays respectifs. Agissons donc ensemble pour favoriser la mise en œuvre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région de Grands Lacs en intensifiant la coopération et le développement économique et régional, comme le thème de ce sommet nous le recommande. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, soucieux du respect de ce pacte qui lie nos pays respectifs, nous saisissons cette occasion pour condamner, dans les termes les plus forts, l'activisme criminel des forces négatives qui pilulent dans l'est de la RDC, dont certains opèrent par procuration et souvent avec la complicité de certains États étrangers. Organisé par vidéoconférence, ce sommet a vu la participation des présidents burundais, rwandais et les présidents des deux Congos. C'était joint à ce sommet également le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwacu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Parlons éducation à présent, les enseignants du cycle post-fondamental n'appliquent pas la méthode pédagogique comme l'exige la loi. À travers le journal La Voix de l'enseignant, les inspecteurs indiquent qu'ils ne sont pas satisfaits de la méthodologie appliquée car les élèves ne comprennent pas les cours comme cela devrait l'être. Le point avec Walter Cuisir. Lors de leur visite, les inspecteurs des écoles post-fondamentales indiquent que les enseignants de ces écoles appliquent une méthode magistrale au lieu de la pédagogie d'intégration quand ils dispensent les cours. En conséquence, le taux de réussite des élèves est très bas. Du côté des enseignants, lit-on toujours dans le journal La Voix de l'enseignant, ils révèlent que parmi les raisons qui les poussent à appliquer cette méthode figure le manque des prérequis qui handicapent le raisonnement des élèves, le pléthore des élèves dans les classes qui empêchent les élèves de bien suivre les cours et la durée insuffisante pour chaque leçon qui est de 45 minutes. Pour pallier à cela, les inspecteurs suggèrent aux enseignants d'utiliser la pédagogie de groupe et ainsi former des groupes d'élèves composés des forts, des moyens et des faibles pour faire face aux problèmes de niveau faible des élèves. Mais selon le même journal, ces enseignants ne sont pas du tout d'accord avec cette suggestion, arguant que la pédagogie de grands groupes ne peut pas résoudre le problème car non seulement elle n'est pas logique, mais aussi c'est difficile de gérer un grand groupe.
Même si ce n'est pas facile pour ces enseignants, les inspecteurs invitent les enseignants de la mairie de Bujumbura d'user des techniques qu'ils ont apprises dans la pédagogie pour que le rendement soit meilleur pour les élèves. Merci à toi, Walter Kwizera. La population de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura déplacée suite aux inondations peine toujours à mener une vie plus ou moins normale. Selon le rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des aides humanitaires, OCHA, les besoins multisectoriels de cette population déplacée persistent. Depuis d'octobre à décembre, risque d'exacerber ces besoins. Émile Nivasumba. L'Office de coordination des aides humanitaires OCHA fait savoir que les tentes qui servent d'abri de la population de certains quartiers de Gatumba déplacés suite aux fortes pluies d'avril et mai 2020 sont vétustes par l'usure et que les occupants ne sont pas à l'abri des intempéries. Ceci figure dans son rapport de jeudi sur la liste des besoins de cette population. OCHA signale également une pénurie croissante d'articles alimentaires et non alimentaires. Cette organisation cite notamment des nattes, des couvertures, des articles ménagers, des moustiquaires et des kits de dignité pour les femmes et les filles en âge de procréer. La situation dans laquelle vit cette population augmente le risque de prolifération de certaines pathologies comme les infections respiratoires aiguës, dont la Covid-19, les maladies d'origine hydrique, les allergies, le paludisme et les dermatoses. En outre, il existe un risque important de transmission d'infections sexuellement transmissibles ou de maladies causées en partie par la promiscuité et la violence sexiste. Note le rapport. OCHA craint également que les pluies de cette saison pluvieuse n'exacerbent les besoins des populations vulnérables. Toutefois, cette agence onusienne salue les efforts des partenaires humanitaires et le gouvernement burundais qui, selon elle, ont fourni une assistance considérable aux personnes touchées. À ce jour, conclut cette agence, 42% du budget requis ont été mobilisés auprès du Fonds central d'intervention d'urgence. Eh bien, merci à toi aussi, Emile Nivasumba. La pénurie de la farine fait de plus en plus parler d'elle. À Gitega, le prix d'un sac de farine a été majoré de 10 000 francs burundais. Et les conséquences se font déjà sentir, surtout chez les consommateurs des produits dérivés de la farine. Partazar Mibour. La carence de la farine de blé s'observe dans la province Gitega depuis des mois. Les responsables des magasins augmentent les prix de ce produit du jour au lendemain. Depuis des semaines, il n'est pas facile de trouver un sac de farine de 25 kg à un prix inférieur à 55 000 francs burundais. Avant cette période, le prix de ce même sac s'achetait à 42 000 francs burundais. Les fabricants de pain et beignets n'ont pas toutefois augmenté le prix, mais ils ont diminué la dimension de ces produits, comme l'indique l'un des habitants de la ville de Gitega. Ils vendent encore sur le même prix. Je pense qu'ils craignent de revoir à la hausse les prix de ce produit car les clients ne pourront pas continuer à s'approvisionner. Nous avons cependant remarqué qu'ils ont diminué la dimension des pains et beignets qu'ils fabriquent. La dimension des produits fabriqués à partir de la farine de blé a été diminuée d'un quart. Pour le moment, les parents sont en difficulté parce que certains enfants qui étaient habitués à prendre du pain au petit déjeuner refusent de manger autre chose. Dans la série de reportages sur la situation des ponts dans différentes provinces du Burundi, Rachel Kagissi va nous présenter aujourd'hui l'état critique de 3 ponts de la route Makamba-Mabanda. Le pont de la rivière Buyezi sur la route goudronnée qui mène vers le chef-lieu de la province Makamba se trouve à moins de 2 km des bureaux provinciaux et ceux de la commune Makamba. Les eaux ont creusé de part et d'autre au-dessus de ce pont. Le pont risque aujourd'hui de s'effondrer. C'est une situation qui s'observe depuis plus d'une année. Les usagers de cette route ont beau alerter, mais les administratifs restent indifférents selon les usagers. Les autorités ne cessent de passer sur ce pont, comme le témoigne cet habitant de Makamba, résidant tout près de ce pont. Ça fait bien des jours que l'on alerte. On y passe tous les jours. On prend tout le temps pour bien observer. Les fers à béton sur la partie inférieure de ce pont sont dénudés. Le pont pourra s'effondrer d'un moment à l'autre. Pourtant, les autorités sont au courant. Ils y passent chaque jour et ne cessent de revoir des rapports.
On voit les échanges entre la commune Makamba et celle de Mabanda si rien n'est fait dans l'immédiat. Il n'y a pas d'autre déviation possible. Ce sera vraiment une rupture entre les deux communes. C'est cette même route qui lie Makamba à la commune Nyanzalake et même à Bujumbura, la capitale économique, si du moins l'on ne veut pas faire des détours. Les faiblesses sur cette route ne se trouvent pas uniquement sur le pont Bouyezi. Le pont Lukoziri, situé à plus de 5 km du chef-lieu de Makamba, est également en danger. Le pont au-dessus de la rivière Mugomba, une rivière constituant la frontière naturelle entre les communes de Mabanda et Makamba, est beaucoup plus en danger d'effondrement comparativement à celui au-dessus de Lukoziri. Sur la même route, à moins de 500 mètres des bureaux de la commune Mabanda, le pont de la rivière Nyabusunzu s'est déjà effondré. Les travaux de construction sont en cours, mais la population n'a pas confiance. Elle juge que l'entreprise locale à laquelle le marché a été attribué n'est pas à la hauteur. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie par les médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Au lendemain de la journée mondiale dédiée aux droits de l'enfant, le mini-magazine est consacré au phénomène grandissant des enfants en situation de rue au Burundi. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Ngendakuliyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La problématique des enfants en situation de rue est une réalité dans différents quartiers de la capitale Bujumbura, comme dans les autres villes du pays. Malgré ce phénomène persistant depuis des dizaines d'années, le gouvernement et ses partenaires n'ont pas de solution adéquate jusqu'à présent. Est-il possible d'éradiquer ce phénomène d'enfants en situation de rue dans le pays? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine de ce 21 novembre 2020. À la présentation, Bertrand Ngendakuliyo. Bienvenue. Ils sont encore nombreux à arpenter le macadam du centre-ville et des quartiers limitrophes à la recherche de l'argent ou de quoi manger. Le constat avec Thierry Biglindavi, mon confrère de la télévision Renaissance. Depuis que le gouvernement a pris la décision de ne plus permettre qu'il y ait des enfants qui vivent dans la rue, leurs attroupements sont de plus en plus rares. Ils se cachent, mais un à un surgit pour mendier quoi manger. Au centre-ville de Bujumbura, on peut voir ces enfants à la place de l'ancien marché central, en face de l'immeuble Plaza. Dans la commune Mukaza, au quartier asiatique, chaque matin, ces enfants font la porte à porte et inondent les rues et les magasins pour commander à manger ou mendier l'argent à tout passant. Ces enfants rôdent aussi autour des feux de signalisation routière. Quand les véhicules font la queue pour attendre le feu vert, ces enfants foncent dans la rue pour demander la charité à ceux qui se trouvent dans ces véhicules. Certains de ces enfants que nous avons pu approcher nous ont confié qu'ils sont souvent victimes de brutalité policière. Ils sont frappés et dépouillés de tout ce qu'ils ont sur eux, surtout l'argent, chaque fois qu'ils sont attrapés par la police. Aussi, ils affirment qu'ils sont régulièrement victimes d'une stigmatisation de la société. Le regard que les gens portent sur eux, en tant qu'enfants de la rue, leur donne l'impression de ne pas être considérés comme des êtres humains, mais bien comme des déchets urbains. Les enfants de la rue, âgés entre 2 ans et 10 ans, sont des fois encadrés par les aînés qui se trouvent dans les mêmes conditions qu'eux. Ces enfants indiquent la pauvreté qui guette les familles et l'une des causes de cette situation déplorable. Depuis le 14 octobre 2011, une stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue a été élaborée et validée par le gouvernement. Même si les statistiques actualisées des enfants en situation de rue ne sont pas disponibles, près de 4000 enfants en situation de rue ont été insérés dans leur famille, selon les derniers chiffres fournis par le ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions. Est-ce que le gouvernement et les organisations œuvrant dans le secteur des enfants ont-ils échoué à éradiquer totalement le phénomène des enfants en situation de rue? La question a été posée par notre confrère Emile Nibasumba de la RPA
à l'analyste David Ninganza qui suit de près la situation des enfants au Burundi. Non, on n'a pas échoué. On ne peut pas parler que la société civile, le gouvernement, les agences des Nations Unies ont échoué. Non, on continue, on travaille. Bien sûr, quand même, il y a des avancées. Aujourd'hui, malgré les enfants en situation de rue, on ne voit pas ceux qui meurent sur la route, on ne voit pas ceux qui sont victimes de différentes violences. Même si être dans la rue, c'est déjà une violence, être dans la rue, c'est déjà un manquement grave. Mais n'oubliez pas qu'il y a une crise qui a secoué le pays depuis 1993. Les enfants n'ont pas été épargnés. Il y a des enfants qui ont été victimes des parents décédés, donc les orphelins de père et mère. N'oubliez pas aussi qu'il y a des enfants qui étaient séparés par les parents, des enfants victimes de violences de toutes sortes à cause de la crise sociopolitique qui a secoué le pays depuis 1993. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, mais aujourd'hui, quand même, la situation est améliorée. Cet expert propose la redynamisation du conseil de famille pour protéger les enfants qui finissent dans la rue. De son côté, le politique Francis Roero, candidat malheureux indépendant au présidentiel de 2020, estime qu'il faut tenir compte des facteurs psychologiques causés par les guerres, les facteurs économiques et sociales. La solution donc doit provenir de tous ces cas. C'est d'abord cerner la question économique de ce pays, cerner le social de nos familles. Est-ce que nos familles sont vraiment solides? Il faut les rendre solides. En essayant de rendre l'économie meilleure, on peut rendre nos familles solides. Et deuxièmement, l'éducation va trouver son ampleur. Les gens vont comprendre la raison d'une bonne éducation, la raison de pourquoi on va à l'école, pas seulement pour ressembler aux autres, mais pour donner le meilleur de soi-même. Et c'est aussi ça qui va guérir complètement le problème psychologique qui est venu de la peur de tout, parce qu'on mélange tout dans notre pays. Les enfants ont peur, les enfants ne savent plus réellement qui ils sont et ce qu'ils sont devenus. Il y a eu tellement de choses. Alors moi je me dis, la solution, c'est un tout qui va mener tout ça, l'économie de ce pays, dans tous ses méandres, dans tous ces embranchements, doit être la solution, pas seulement au problème des enfants de la rue, mais au problème d'aujourd'hui, de ceux qui étaient des enfants de la rue il y a 20 ans, mais qui sont aujourd'hui des papas et des mamans de la rue. C'est un problème qu'il faut cerner, pas pour envoyer des policiers, pour arrêter des enfants, les amener dans des familles par force, et c'est un problème réellement qu'il faut cerner véritablement avec des mécanismes économiques qu'il faut passer par des programmes réellement corrects. Vous venez d'entendre que pour retirer les enfants de la rue dans la voie publique, il faut une préparation minutieuse des familles afin d'améliorer la situation qu'ils ont fui. C'est ici donc que prend fin le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Bertrand Ngendakurio, j'étais à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Eh bien, merci Bertrand Ngendakurio pour le mini-magazine Au cœur de la société. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe technique pour cette collaboration technique. On les aime de chez Magazine, j'étais à la présentation de ce magazine. Excellente soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.